avant de commencer ma communication, je tiens à remercier sincèrement les organisateurs de ce colloque qui m'ont permis de venir à La Réunion, d'assister à cette magnifique journée scientifique et surtout de rencontrer des amis, des très bons amis que je n'avais pas vus depuis de longue date. Alors je me réjouis bien évidemment en étant ici avec vous. Alors, on m'a proposé de me pencher sur l'action de l'Union européenne aux Comores et à Mayotte. Je dois d'abord dire que c'est la première fois que je me penche sur la question des Comores au regard du droit de l'Union, donc c'est un sujet qui est un peu nouveau pour moi. Alors, on le sait, depuis quelques décennies, la question du rôle de l'Europe sur la scène internationale a reçu une acuité assez particulière. L'Europe n'a jamais masqué son désir de s'affirmer sur la scène internationale et sa vocation internationale apparaît très clairement dans la déclaration de Laeken de 2001. Inscrite à l'article 21, paragraphe 5 du traité sur l'Union européenne, l'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement, à son élargissement, et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde. Cet article consacre le cadre d'exercice de l'action de l'Union européenne qui traduit implicitement les aspirations de l'Union vers une gouvernance de globalisation. L'Europe, pour tout dire, et ça a été démontré tout à l'heure, s'est toujours préoccupée des territoires ayant, dès le début de sa construction, entretenu des relations particulières avec un État membre. Et cette approche bienveillante, il faut l'avouer, a surtout été provoquée, voire imposée par la France, qui avait fait de l'intégration de ses anciennes colonies une condition sine qua non à son adhésion au marché commun. Et cela se traduit par l'Association des pays et territoires d'outre-mer, PTOM, mais selon une formule totalement inédite qui n'existait même pas dans le traité CECA, qui confère cependant beaucoup plus de souplesse juridique, et à savoir la formule de l'association qui a souvent été appliquée aux Comores jusqu'à l'accession l'accession des Comores à l'indépendance. Les interventions de l'Union aux Comores et à Mayotte se sont faites au début par le biais d'instruments financiers, plus particulièrement par le Fonds européen de développement, dont la gestion et la programmation a souvent été confiée aux autorités des pays bénéficiaires. L'action de l'Union aux Comores, plus particulièrement, s'inscrit, il faut le dire, dans les objectifs de l'action extérieure. Et elle se manifeste par des accords régissant les rapports entre les États ACP et l'Union, contrairement au cas de Mayotte, qui est régi initialement par les accords d'association interne, pour reprendre la formule chère au professeur Jean-Claude Gaudron. De ce fait, traiter de l'action de l'Union aux Comores et à Mayotte peut paraître politiquement troublant, et en raison notamment du contexte régional très tendu. Cependant, d'un point de vue scientifique, ce choix trouve des raisons juridiques et historiques très défendables, dès lors que l'État français et l'Union européenne avaient réservé un sort commun à ces territoires. Ils ont hérité des mêmes aspects de l'action extérieure de l'Union. Leur structure juridique et institutionnelle offre, à mon sens, l'opportunité non pas de les traiter de manière séparée, ce qui serait peu convaincant d'un point de vue méthodologique, mais de les comparer afin de mieux mesurer la portée de l'action de l'Union aux Comores. Examiner l'action de l'Union aux Comores et à Mayotte invite à répondre à une double interrogation, à une double préoccupation. D'une part, qu'est-ce qui légitime l'intervention de l'Union aux Comores et à Mayotte? Première interrogation. D'autre part, comment se manifeste l'activité de l'Union européenne aux Comores et à Mayotte? Vous l'aurez compris, mon propos va s'articuler autour de deux axes. Premier point, la légitimation de l'action de l'Union européenne aux Comores et à Mayotte. Deuxième point, la manifestation de l'action de l'Union européenne aux Comores et à Mayotte. S'agissant tout de suite de la légitimation de l'action de l'Union européenne aux Comores et à Mayotte,
lorsqu'on fouille un petit peu, on se rend compte qu'il y a initialement une légitimation qui était indifférenciée. Alors pour cause, il faut d'abord aborder le sujet selon une approche constitutionnelle, historique et institutionnelle. On se rend compte que la situation de ces territoires au niveau européen c'est surtout calqué sur leur situation au niveau national. En réalité, les Comores, plutôt au début, 1912, Mayotte et dépendance, donc cela veut dire que les Comores constituaient une dépendance de Mayotte. Le législateur de 1912 a fait de Mayotte et dépendance un territoire qui était géré par Madagascar. En 1946, la loi du 9 mai 1946 va ériger le territoire de Mayotte et des Comores en territoire d'outre-mer et faisant de ce territoire le territoire au singulier des Comores. Alors, ce territoire va être régi par le fameux principe de spécialité législative en vertu duquel les textes de loi et réglementaires ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'une mention expresse le prévaut. Contrairement au département d'outre-mer, on se souvient notamment que le législateur du 19 mars 1946 a érigé les 4 colonies en département d'outre-mer et ces départements se voient appliquer le principe d'identité législative en vertu duquel les textes de loi et réglementaires s'appliquent pleinement. Alors, cette représentation dichotomique a été reproduite en droit communautaire, aujourd'hui droit de l'Union. En réalité, lorsqu'on analyse un petit peu les textes, le traité de Rome plus particulièrement, on se rend compte que l'article 227, malgré ses ambiguïtés rédactionnelles, a restitué le même système qui existait dans le droit national français, à savoir le paragraphe 2 qui est réservé au département d'outre-mer, y compris l'Algérie, et le paragraphe 3 qui est réservé aux pays territoires d'outre-mer, c'est-à-dire les territoires entretenant une relation particulière avec un État membre, notamment les territoires de Comores, et qui se trouvent par conséquent régis par un régime d'association défini dans la 4e partie du traité. Dès lors, le régime d'association constitue un fondement légal de l'action de l'Union aux Comores. En réalité, ce régime va être maintenu pendant 3 décisions, et à partir de l'accession des Comores à la souveraineté internationale, on va assister à une légitimation totalement différenciée. Les Comores sont devenus un État indépendant et il n'était plus souhaitable politiquement et ni justifiable juridiquement de maintenir un traitement commun. Le territoire de Comores ne se justifiait plus d'un point de vue juridique. Et le législateur a tiré les conséquences. D'ailleurs, il y a eu 2 consultations, en février 1976 et puis en avril 1976, consultation des Mahorais. Et le législateur a tiré les conséquences de cette consultation et a érigé Mayotte en collectivité sui generis par une loi du 24 décembre 1976. Et en procédant au passage à l'éclatement de ce fameux territoire d'outre-mer qui intégrait les Comores. Et en droit communautaire, là aussi, les institutions de la communauté ont procédé de la même façon en procédant à l'éclatement de ce territoire de Comores. D'ailleurs, dès la décision d'association de 1976, les mots archipel du Comores ont totalement disparu au profit des mots Comores et Mayotte. À partir de 1976, Mayotte se trouve régie par la décision d'association de manière totalement distincte, totalement singulière, et d'ailleurs, l'île de Mayotte est mentionnée nominativement sur la liste annexée à la décision, la liste des PTOM annexée à la décision. Les Comores sont toujours régis par la décision de 1976, mais de manière provisoire, en attendant que l'acquis nommé leur soit applicable. Et depuis, donc on dira que cette situation justifie que la légitimation de l'action de l'Union aux Comores trouve ses fondements non pas dans la décision d'association, mais plutôt dans la décision d'association externe, pour reprendre la formule du professeur Gautran, adoptée en vertu de l'article 217
du traité sur le fonctionnement de l'Union. S'agissant du cas de Mayotte, c'est tout simple, devenu une région ultra-périphérique de l'Union, pleinement intégrée à l'Union, Mayotte se voit appliquer le droit de l'Union. Et d'ailleurs, rappelez-vous, l'arrêt ancienne, le juge a tenu à préciser que le droit communautaire, désormais le droit de l'Union, s'applique pleinement au département. Donc, Mayotte se trouve régi par le droit de l'Union, et l'action de l'Union à Mayotte trouve ses légitimations dans les articles 349 et 355, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union. On le voit que les bases ont été très variables. On va voir maintenant ce qu'il en est de la manifestation de l'action de l'Union européenne au Comores. Là aussi, lorsqu'on fouille un peu cette question, on se rend compte que la concrétisation de l'action de l'Union aux Comores a été effectuée de manière variable. De manière variable, là encore une fois, l'approche institutionnelle le révèle très facilement. Tout ceci a un rapport avec le régime qui était applicable à ces territoires. Au tout début, il s'agissait des PTOM associés à la communauté, et donc l'action de la communauté aux Comores trouvait ses bases dans la quatrième partie du traité, et en vertu justement de cette quatrième partie du traité, il y a eu quelques actions, des projets économiques et sociaux qui ont pu être financés par la communauté. En guise d'illustration, on se souvient qu'en 1959, il y a eu 4 maternités qui ont été financées aux Comores, à Mayotte, en Juin et Moélie. Il y a eu également des projets d'électrification qui ont été financés, la construction de formations sanitaires, des projets d'adduction d'eau qui ont été financés au titre du 3e FED, etc. Après l'accession des Comores à la pleine souveraineté internationale, l'action de la communauté a été principalement réalisée au titre de l'aide humanitaire. Et à partir de 1988, les Comores ont conclu avec la communauté un accord de pêche permettant aux États membres, autorisant aux États membres à exercer la pêche dans les eaux comoriennes. Et cet accord de pêche a été conclu moyennant des financements et aussi un soutien financier. Consistant à améliorer les connaissances des ressources halieutiques dans cette zone. Et cet accord a été renouvelé à plusieurs reprises. Et les bases d'ailleurs, les bases et le but même de cet accord sont demeurés inchangés. Les données récentes, je n'insisterai pas sur ça, je vous renvoie à ma contribution écrite, révèlent par exemple que l'action de l'Union aux Comores a consisté en l'approvisionnement en eau potable, notamment à Domoni, au titre du 10e FED. Il y a eu un projet similaire qui a aussi été financé au titre du 9e FED en Grande Comore. Et on se souvient également, on le voit en réalité que l'action de l'Union aux Comores couvre plusieurs domaines, le domaine du transport, le domaine de l'éducation, le domaine institutionnel, la pêche, et s'agissant du domaine de la gouvernance, on se souvient que lors des dernières élections présidentielles, l'Europe a procédé à une contribution financière tellement conséquente de 4,1 millions d'euros, consistant à consolider le processus de démocratisation à travers l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles. Pour la période 2014-2020, les Comores ont bénéficié au titre de FED de 68 millions d'euros, des soutiens de 68 millions, et cette enveloppe devrait couvrir trois domaines particuliers: la gouvernance, la formation technique et professionnelle. L'implication, s'agissant de l'implication de l'Union à Mayotte, là aussi elle est très variable. Lorsque Mayotte constituait un PTOM de manière totalement non distincte avec les Comores, Mayotte a bénéficié de la même attention, de la même action qui était faite à destination des Comores. Donc, en 1976, devenu notamment, juste un petit détail, oui, voilà, en 1976, après l'accession des Comores à la pleine souveraineté internationale, il y a eu une séparation, et l'action aussi a été séparée. On se souvient notamment en 1984 des dégâts occasionnés par
le cyclone Khamenei, l'Europe avait dépêché une aide d'urgence en vue justement de combler les difficultés rencontrées par la population. Enfin, le 10e Fed, Mayotte a bénéficié du 9e, 10e Fed, le 10e Fed qui couvre la période de 2008-2013, a introduit un volet régional, a innové en introduisant un volet régional, je reviendrai tout à l'heure, une enveloppe de 3,6 millions d'euros a été réservée à la coopération régionale, ce qui est tout à fait nouveau. La période 2014-2020, pour cette période, Mayotte a bénéficié d'une enveloppe de montant, d'une enveloppe totale de 320 millions,44 millions, là où les autres ont pu bénéficier d'une enveloppe qui atteint les milliards. Donc on peut se poser la question sur le principe d'égalité qui doit être appliqué en droit communautaire aujourd'hui, droit de l'Union, mais je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, répondre à une question si besoin en est. Et depuis son changement de statut à l'égard de l'Union, Mayotte a pu bénéficier du programme POSEI. Là aussi, je ne rentrerai pas dans les détails. Maintenant, voyons la concrétisation délicate de l'action de l'Union aux Comores et à Mayotte. Alors, ici, je vise surtout le volet régional qui nous intéresse en réalité. D'abord, le volet régional a été le sujet le plus complexe en ce qui concerne l'action de l'Union aux Comores et à Mayotte. Rappelez-vous, j'ai dit que dans le cadre du 10e Fed, une enveloppe, un volet régional a été prévu, une enveloppe de 3,6 millions d'euros a été consacrée à la coopération régionale. Sachez que pour des raisons totalement politiques totalement peu convaincantes, il n'y a pas eu de coopération entre Mayotte et les Comores. Cette enveloppe n'a pas été destinée à une coopération entre Mayotte et les Comores parce que les Comores ont mis un veto total, refusent totalement de coopérer avec Mayotte. Et les Comores se disent c'est un territoire qui nous appartient, pourquoi je veux coopérer avec un tel territoire? Donc il n'y a pas eu de coopération au titre de ce fait régional, ce qui est tout à fait regrettable. Mayotte a trouvé une solution alternative en coopérant avec les îles voisines, notamment les îles Éparses. Il y a eu un changement de tonalité, il y a eu un changement de comportement qui est d'ailleurs assez étonnant, mais bien évidemment appréciable, en ce qui concerne la situation de Mayotte, la situation actuelle de Mayotte au regard du droit de l'Union. Devenue région ultrapériphérique en vertu de la décision de 2012, Mayotte est naturellement éligible au programme Interreg 5. Le programme Interreg 5 prévoit deux volets. Il y a un volet transfrontalier, il y a un volet transnational. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que ça a été dit longuement hier. Le volet transfrontalier concerne la coopération de Mayotte, Comores et Madagascar, comme mes collègues ont eu l'occasion de l'évoquer, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Alors, ce qui est étonnant ici, c'est de voir l'accueil qui a été réservé par l'accord qui prévoyait ce programme, par l'Union des Comores. En réalité, on avait des doutes sur l'adhésion de cet accord. Or, en réalité, les Comores ont approuvé cet accord. Bien évidemment, ce qui est assez inédit, puisque les Comores ont toujours refusé que Mayotte intègre la COI. Donc ici, on s'est dit que les Comores allaient réitérer le comportement, le veto qu'ils n'hésitent pas à brandir à chaque fois. Mais curieusement, ils ont accepté. Et là aussi, ils ont mis en cause ce que Faneva a eu l'occasion de dire, le fait d'accepter fragilise en quelque sorte l'argument, l'éternel argument, je le dis ouvertement, consistant à dire que Mayotte fait partie des Comores. Donc on aurait pu imaginer que sur le fondement de cet argument, le Comores n'allait pas vouloir réellement coopérer, mais je ne sais pas si on doit remercier le Seigneur ou à qui, mais en tout cas, ils ont accepté. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'actions concrètes qui ont été réalisées, parce que le programme est assez récent, mais j'ose espérer qu'il n'y aura pas une volte-face de l'État comorien, on ne sait jamais. Dès qu'il s'agit de la question de Mayotte, l'État comorien a un comportement qui est totalement incompréhensible, en tout cas qui ne trouve pas une justification juridique, mais souvent un comportement qui relève en réalité des principes. Or, on le sait, les questions de principe, ce sont les questions les plus complexes à résoudre. Alors, en conclusion, parce que j'ai peur que
Élise me montre de Inde, je ne maîtrise pas l'anglais. En conclusion, on réalise en réalité que l'Union européenne a diversifié ses moyens d'action dans l'océan Indien, notamment en ce qui concerne les Comores et Madagascar. Et pour faire un clin d'œil à mes amis Julie et Didier, alors, si réellement l'Union européenne veut être un modèle de puissance ou une puissance modèle, il faudrait que l'Union use de son influence pour inciter les Comores à accepter l'adhésion de Mayotte au sein de la COI. C'est une aberration totalement inexplicable. Comment ça se fait que l'Union européenne soit d'ailleurs le contributeur principal, puisse admettre qu'un territoire relevant désormais du champ d'application territoriale de l'Union et donc des territoires européens ne puisse bénéficier des retombées d'une telle coopération? Ça paraît tout à fait aberrant et j'ose espérer qu'une approche différente et une solution claire pourra être trouvée ou qu'on pourra dépasser le cadre politique qui grève inutilement le fonctionnement de toute action de coopération régionale. Je vous remercie. Dépassez 2 minutes. Merci beaucoup de votre attention et merci d'avoir été là.